Jusqu'en 1975, le Laos était une royauté dont l'éléphant blanc tricéphale était l'emblème. Le pays s'appelait le Langsang, le pays du million d'éléphants. Le roi et la reine abdiquent quand le Pathet Lao prend le pouvoir pour instaurer la République démocratique populaire du Laos, qui progresse sous le nouveau drapeau rouge pour le sang des partisans, bleu pour le Mékong et un disque blanc, comme la lune qui luit sur le puissant fleuve. « 80% des Laotiens mènent une existence paisible dans l'ombre de la grande forêt vierge, loin du bruit et de la cité moderne. Le mysticisme de la jungle et de ses animaux totémiques est profondément gravé dans l'âme laotienne. Parce qu'il souffre des mêmes pathologies que les hommes, le stress et l'infarctus, qu'il a une longévité de 60 à 70 ans fort semblable à celle de l'homme, l'éléphant est l'animal le plus vénéré des Laotiens et du bouddhisme Theravada. Plus que le scintillement des étoiles, c'est la place de l'éléphant dans la culture laotienne et les légendes des plaines qui racontent la sagesse de l'Asie. Il y a longtemps, au royaume du Laos, un éléphant entreprit d'escalader une montagne si haute qu'il n'en voyait pas le sommet. Il portait bravement sur son dos une relique de Bouddha. Ses défenses étaient plus blanches que la neige et sa peau douce comme le baiser d'une fiancée. La journée était si chaude que même les oiseaux se taisaient et son fardeau sacré lui paraissait de plus en plus lourd. Arrivé au sommet, il s'écroula, exténué. Levant sa trompe vers le ciel une dernière fois, il gémit à 3 reprises si fort que les collines s'en souviennent encore. Ému par le sacrifice de l'éléphant, le roi lui éleva un temple. Les fidèles y viennent encore honorer la relique de Bouddha et les défenses de l'animal. Dans le passé, les indigènes n'avaient aucun moyen de mesurer l'écoulement du temps. Pas de montre, pas d'horloge, pas de sablier. Rien que le soleil et le rythme des saisons. De toute manière, ils n'étaient pas obnubilés comme nous par la toute-puissance des chiffres. C'est la succession des portions de forêt mangées pour nourrir la tribu qui faisait l'almanach. Lorsque les potagers devenaient trop éloignés du village, on démontait les cases pour porter le village un peu plus loin. Les éléphants vivaient de la même manière. Ils se déplaçaient sans entrave à la demande de leur estomac, mangeant la forêt jour après jour dans une perpétuelle progression. Si les éléphants ne voient dans les hommes guère plus qu'une agitation occasionnelle sur leur passage,
les humains ont vénéré le seigneur de la forêt comme le régal, un puissant envoyé du panthéon sacré. Les éléphants ont toujours su où trouver de l'eau, ce qui, dans un pays d'agriculteurs, est important. Très vite, ils ont symbolisé la fertilité des récoltes. L'éléphant représente l'animal totémique de la forêt. Le pays de Lansing, des millions d'éléphants, ce n'est pas une question qu'il y avait 1 million d'éléphants en pachyderme. C'est parce que si on parle de l'éléphant, on parle des arbres. Et on parle des arbres, on parle de la forêt. C'est-à-dire que c'est l'esprit de la forêt. C'est pour ces raisons-là qu'en parenthèse, si vous voulez préserver le pachyderme, c'est préserver la forêt. Par une chaude nuit d'été, la reine Maya Devi fut visitée en songe par un éléphant blanc, une fleur de lotus dans la trompe. La chambre embaumait le jasmin et l'osmente quand l'animal pénétra son sein sans la réveiller. Au 2e mois du printemps, la chaste reine mit au monde de son flanc droit et sans être déchiré le prince Siddhartha, qui allait devenir le Bouddha, celui qui est venu pour soulager la souffrance, la maladie et la mort. Nous avons reçu le bouddhisme et le brahmanisme par l'Inde. Nous avons aussi le confucianisme et le taoïsme par la Chine, donc le respect des ancêtres et tout. Et nous avons aussi la base, l'animiste. Et nous, on est obligés d'être en harmonie avec toutes les croyances pour pouvoir vivre. C'est comme la Suisse en Europe. Sauf que la Suisse, il prend soin des porte-monnaies des autres. Et tandis que nous, c'est la culture des autres. Pour vivre harmonieusement en société, on doit nécessairement tenir compte des autres. Et reconnaître un autre individu, c'est forcément percevoir sa propre identité. Cela ne peut se faire qu'à partir d'un certain développement de l'intelligence sociale. Les éléphants longs et les hardes sauvages sont stables et sans conflit. Les éléphants organisent, avec des borborigmes et parissements, tout ce qui leur est important, l'ordonnance de la tribu, l'écolage des petits, la localisation des ressources disponibles et l'alerte. C'est une véritable langue. Les hommes qui n'en possèdent pas le vocabulaire n'y comprennent rien. Nos univers sont imperméables. Ce qui fait sens pour l'un n'en a aucun pour l'autre. Même entre éléphants d'Afrique et celui d'Asie, on ne se comprend pas. Ils ne parlent tout simplement pas la même langue. Les deux espèces sont d'ailleurs tellement différentes qu'elles ne peuvent pas se reproduire entre elles. Quand un danger menace, le groupe s'unit pour protéger le dernier né. En réponse à l'appel de la mère, toute la petite tribu organise un rempart entre le danger et l'éléphanteau. Entouré de ses tantes, de ses cousines et de ses sœurs, car la société éléphant est un club de filles mené par une matriarche, le petit va apprendre la prudence en forêt, la vie communautaire et les plaisirs de l'existence. On ne fait pas mieux chez nous, les hommes. Les éléphants sont des animaux très expressifs. Ils utilisent beaucoup de sons pour s'exprimer. Ils sont également très expressifs avec leur corps. Ils ont un vrai langage corporel. Par exemple, leurs oreilles, quand ils sont contrariés, ils arrêtent de les agiter et les mettent comme ça. Je ne sais pas comment le dire en anglais, mais droite. Avec leur trompe, ils frappent le sol. Leur queue aussi. Quand ils sont super excités par quelque chose, leur queue ne se balance plus comme une pendule, elle se met à l'horizontale.
Ils bougent vite, ils bougent leur tête. Ils ont de nombreuses attitudes pour s'exprimer dans différentes situations. Et en plus, les éléphants peuvent communiquer par les infrasons. Quand la puberté les rend agaçants pour les femelles, les jeunes mâles sont expulsés. Ils errent à proximité relative des hardes, car les éléphantes confient au vent le message de leur chaleur. Elles émettent des infrasons parfaitement perçus à plus de 10 km et les mâles accourent ventre à terre. Oui. 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 Tại đấy. Bon. Mẹ này. Mẹ. Mẹ luôn. Mẹ luôn. On est cornac de père en fils. Les filles sont exclues du privilège de mener un éléphant au travail. Elles en sont pourtant parfaitement capables, mais les hommes leur refusent ce droit. Beaucoup de femmes s'occupent des éléphants quand ils sont malades, les nourrissent et les mènent à l'eau. Ce n'est pas une question de force physique. Ce seraient les menstruations qui justifieraient cette exclusion. Il y a beaucoup de tabous liés au corps et au sexe en Asie. Et la féminité reste un troublant mystère. Un éléphant est aussi adroit de sa trompe qu'un homme de sa main. S'il avait 2 trompes, il serait probablement capable de nouer un lacet de chaussure. Mon éléphante, c'est comme une amie. Elle fait partie de la famille. Je passe presque plus de temps avec elle qu'avec ma femme. Un éléphant, ça se conduit avec les pieds, à 3,50 m de hauteur. Le seigneur des forêts donne sa patience et sa puissance à l'homme. En retour, le cornac adapte son impatience humaine au rythme majestueux de l'animal. Et cette relation peut durer des dizaines d'années. Quand les humains regagnent le cercle familial,
Les esprits de la forêt s'éveillent. C'est un rite établi bien avant que les rites existent. Un grouillement primordial pousse vers la vie chaque arbre et chaque plante dans l'ombre musquée. C'est l'heure mystérieuse où tous les éléphants sont gris. Jusqu'à la révolution de 1975, le Laos s'appelait le pays du million d'éléphants. Au début du XXe siècle encore, les hommes et les bêtes se partageaient la forêt sans déséquilibre. La grande jungle sauvage offrait tout ce que les destinées croisées d'hommes et d'éléphants pouvaient désirer. Les tribus capturaient de temps à autre des éléphants sauvages dont ils faisaient des auxiliaires agricoles. Ces pillages limités de la vie sauvage étaient sans influence notoire sur une population animale qui avait le temps de se reconstruire. La capture d'éléphants sauvages est désormais interdite, mais la survie des éléphants au Laos est problématique. Depuis des centaines d'années, les Laotiens pratiquent une agriculture de subsistance. Les lopins étaient petits à l'échelle des villages et l'éléphant tenait une place importante dans la vie rurale. Si les potagers restent à échelle familiale, le moteur a progressivement envahi les campagnes. L'amélioration du niveau de vie et la modernisation relative de l'agriculture a progressivement réduit l'utilisation des éléphants. La population campagnarde laotienne est désormais sédentarisée. Le nombre de villages augmente. Pour nourrir une population sans cesse grandissante, de plus en plus de potagers mangent la forêt, ce qui réduit sensiblement le territoire des éléphants. Nous avons défriché la jungle qui se trouvait à côté de notre maison. Nous avons planté des arbres fruitiers et du manioc. On essaye de repousser les éléphants parce qu'ils viennent manger nos récoltes, surtout la nuit. Si on arrive à les repousser à temps, ça va. Sinon, tout est démoli. Souvent, ils s'approchent trop près du village. Tant qu'ils ne viennent pas dans mes cultures, je les laisse tranquilles. Mais s'ils viennent trop près, je fais des feux pour les faire fuir. Avant, ici, c'était la forêt. C'était leur territoire. Manger et survivre est inscrit dans les gènes des éléphants, comme se reproduire. Il n'y a pas de grève de la faim chez les animaux. Les bêtes ne connaissent pas la propriété privée. Tout ce qui existe sur la terre du Laos leur appartient. Ils ne comprennent pas qu'il est dorénavant interdit de fréquenter les parcelles qui, de mémoire d'éléphants, leur ont toujours appartenu. Il y a désormais concurrence vitale entre hommes et bêtes pour les terres nourricières. Ils ont détruit les cultures, les cabanes et tout ce qu'il y avait dedans. Ils ont explosé le poulailler et dispersé les animaux.
Ils bousculent tout ce qui les gêne. Le gouvernement nous a donné un bout de terre pour cultiver, mais il est trop près de la forêt où vivent les éléphants. J'aime énormément les éléphants, mais pas quand ils viennent détruire mes récoltes. La population laotienne augmente chaque année de 180 000 âmes, une expansion démographique de 2,4%. La vieille Europe se contente d'un accroissement annuel de 0,5%. Au Laos, il y a 28 habitants au mètre carré. Pour une population à peu près équivalente, la densité belge monte à 375 personnes au mètre carré. En Allemagne, elle atteint 230 et 120 en France. Les villes attirent irrésistiblement. Les nouvelles bouches à nourrir induisent l'augmentation de terres agricoles et l'organisation de moyens de transport importants. Habiter la ville coûte plus cher que vivre à la campagne dans sa famille. Les possibilités de logement sont plus difficilement accessibles et beaucoup de ménages établissent leur domicile à la périphérie des agglomérations, ce qui augmente encore les espaces grignotés par les villes. Les fleuves ne sont pas des limites restrictives et les navetteurs empruntent quotidiennement les pirogues du Mékong pour rentrer chez eux. L'exploitation forestière industrialisée a dévasté la forêt primaire pour ses bois précieux. Les éléphants sauvages sont repoussés vers les zones inaccessibles aux engins mécaniques. D'immenses territoires sont inondés pour alimenter des centrales hydrauliques. Des vallées entières, où les éléphants vagabondaient en toute liberté, disparaissent sous des mètres cubes d'eau. De vastes étendues stériles remplacent la passive fécondité de la jungle. Les villages ont été reconstruits sur les nouvelles berges, tandis que les éléphants sont relégués dans des espaces inhospitaliers, qui leur sont d'ailleurs quotidiennement contestés. À l'étroit sur ces territoires trop petits, ils ne parviennent plus à se nourrir de manière satisfaisante. De plus, les nouvelles routes empêchent les mâles de rejoindre les femelles. Les naissances diminuent et la consanguinité menace l'espèce. En Asie, seuls les mâles portent des défenses et encore pas tous. Si le braconnage n'est pas la raison première de la disparition des éléphants, chaque mâle braconné n'en crée pas moins un déficit dans le ratio des sexes et menace la reproduction. Il ne subsiste plus guère de 450 éléphants sauvages au Laos, et leurs congénères domestiques sont tout autant menacés. L'éléphant n'est pas conscient de collaborer à la disparition de ces derniers refuges. L'homme, lui, sait ce qu'il fait, ou devrait le savoir. Mais l'alternative est cruelle quand la survie est en question.
Kia. Kia. Ai. Đây nè. Rồi. Rồi. Ô. Ô. Ê. Ô. Con gì kìa? Đây, đây. 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 Sư ơi. Anh ơi. La surexploitation de la forêt ne sert ni à l'éléphant, ni à la population laotienne. Ce sont les groupes internationaux qui tirent les abondants bénéfices de ces énormes fûts qui vont se retrouver un peu partout dans le monde sous forme de chaises à jardin ou de couverts à salade. Ôi. Ơ. À, lá tay. Ê. Không cày ra chỗ này mà tầm. Ô. 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 Ê. Ê. Yo. Rồi. Rồi. Quand le bûcheronnage n'était pas industriel, il y avait un cycle harmonieux de reproduction qui suffisait à maintenir un équilibre cornac-éléphant. Les bêtes étaient utilisées de manière légère, à échelle de village. Aujourd'hui, les éléphants sont poussés à leurs limites sur des terrains dangereux. Ils sont épuisés et ne se reproduisent plus. Une éléphante est enceinte pendant 22 mois. Le petit reste encore 3 ans avec la mère. Ensuite, dès qu'il est sevré, il doit apprendre son métier d'éléphant domestique et répondre aux demandes des hommes. Durant tout ce temps, l'éléphante ne travaille pas, et rares sont les cornacs qui peuvent supporter ce manque à gagner. La
La population d'éléphants domestiques est vieillissante et ne se reproduit plus. Le centre de conservation de l'éléphant, ça part d'une observation sur l'avenir de l'éléphant d'Asie au Laos, où les éléphants sont encore principalement employés dans le bûcheronnage. Et il y a donc une communauté de cornacs qui vit du travail de ces éléphants. Et aujourd'hui, avec la disparition des forêts progressive, il y a un questionnement de la part de cette communauté sur leur avenir. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, que vont devenir leurs éléphants. Donc avant tout, c'est voilà, une relation avec les cornacs qui nous a émus et on s'est intéressé un petit peu à la recherche de solutions à la fois pour l'environnement et pour ces communautés-là qui ont besoin d'un revenu pour pouvoir supporter la charge de ces éléphants. Le centre de conservation de l'éléphant accueille les cornacs et leur éléphante enceinte, propose de salarier l'homme et de racheter l'animal. Le but est de créer une réserve d'animaux qui pourront à terme se reproduire avec des éléphants sauvages et donner un espoir aux cornacs. Mon éléphant s'appelle Tongkun. J'ai beaucoup travaillé avec lui dans la ferme familiale et puis dans le débardage. Maintenant que les forêts disparaissent, le travail manque. C'est comme ça que je suis venu au centre avec mon éléphant. Beaucoup d'organisateurs louent des éléphants et les amènent là où se trouvent les touristes. L'écosystème d'arrivée n'est pas forcément le bon et les animaux ne trouvent pas la qualité des nutriments qui leur sont nécessaires. Comme l'éléphant est loué, il est facile de s'en débarrasser quand il est malade ou qu'il a trop maigri et d'en prendre un autre. Et le visiteur ne voit rien. Le parti pris du centre de conservation de l'éléphant est d'amener les touristes aux éléphants, non pas l'inverse. La sauvegarde d'une espèce en danger n'est pas seulement une affaire nationale. Il convient de mobiliser l'enthousiasme international, d'autant plus que beaucoup de pays qui ont des éléphants sur leur territoire n'ont pas des budgets excédentaires pour la protection de ces animaux. Plutôt que consacrer une partie importante de son budget national à la sauvegarde des éléphants, le gouvernement laotien préfère soutenir des programmes d'aide sociale, notamment l'organisation de planning familial itinérant qui parcourt les campagnes. Les touristes et les bénévoles qui reçoivent dans le centre un enseignement intensif sur l'éthologie de l'éléphant et les moyens de protéger l'espèce repartiront plus au fait de la défense de l'éléphant d'Asie. Ils ont quelque chose de mystérieux, ce sont des créatures géants. La première fois que tu le vois, tu ne peux pas t'imaginer qu'il y a des animaux si grands. Tu as immédiatement le sentiment que tu as une relation avec un éléphant que tu rencontres. Tu as immédiatement quelque chose avec eux, comme avec Mebunam. Mebunam, c'est un éléphant au centre avec qui je trouve que j'ai une relation plus personnelle qu'avec les autres. Mebunam, elle avait un bébé qui est né mort. Et là, tu vois vraiment que c'était un... Je veux pas coupler des émotions à ça, mais tu vois que c'était dur pour elle. L'après-midi qui s'était passé, on l'a mis ensemble avec les autres éléphants, avec les autres femelles. Et immédiatement, tu vois que tous les femelles se concernent de Mebunam. Il y a un sentiment très fort
entre les éléphants. Les autres, ils savent, elle savait qu'elle était enceinte et elle savait qu'à ce moment, elle est plus enceinte et il n'y a pas un éléphanton en plus. Elles savent qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien passé. Ils font ils sont en carré, elle est au milieu et les autres éléphants sont autour d'elle. Ils mettent leur trompe sur le dos, ils font un petit peu de bruit. Et quand tu vois des situations comme ça, ça te prend. Comme les humains, les éléphants sont des êtres vivants doués de sensibilité. Ils se parlent et se souviennent. Ils peuvent être joyeux ou tristes. Il n'y a aucune raison de croire qu'ils ne souffrent pas. Ils gardent seulement leur douleur muette. Une très ancienne tradition asiatique compare l'éléphant au nuage. Ils sont ronds et dodus tous les deux, et gris aussi. Et puis, la puissante plainte de la bête est comme le tonnerre qui roule sur la forêt. Quand il pleut au Laos, c'est toute l'eau du ciel qui se déverse sur la terre des éléphants. Les Laotiens ont appris à concilier leurs activités avec les caprices de la météo. J'aimerais bien posséder un éléphant blanc, car il est très important dans notre culture et nos croyances. Mais je n'en ai jamais vu un seul. Dans ma jeunesse, l'éléphant était le tracteur et la voiture de la famille. Aujourd'hui, on utilise moins l'éléphant pour travailler et se déplacer. Je possède 2 éléphants qui travaillent dans ma ferme. Je pourrais les revendre. Pour m'acheter un tracteur, ce serait plus facile. Mais je les garde, car ils font partie de la famille depuis si longtemps.
Un éléphant, ça coûte cher à nourrir et entretenir. J'ai parfois pensé à les vendre pour gagner un peu d'argent. On m'a proposé d'acheter une voiture. Mais la voiture coûte autant d'argent en entretien et n'en rapporte pas. Je préfère donc garder mes éléphants et les faire travailler dans mes champs. Et puis aussi, gagner un peu d'argent avec le tourisme. Là où les rizières n'ont pas été réaménagées avec des accès carrossables, il n'y a pas mieux qu'un éléphant pour enjamber, sans les endommager, les fragiles murets d'argile de la riziculture. Les éléphants sont des commères intarissables. Ils papotent entre eux dès qu'on leur fiche un peu la paix. Et le trajet de la ferme, ils le connaissent comme un vieux cheval qui rentre à l'écurie. On aimerait comprendre ce qu'ils disent. Échangent-ils des moqueries teintées d'indulgence à propos des hommes ou parlent-ils d'espaces sauvages perdus? Les moines, qui suivent le cours du vent dans leurs robes teintées du rouge de la terre du Laos, vont méditer sur les enseignements du Bouddha et le respect de tout être vivant. Les trois éléments sacrés du bouddhisme sont le Bouddha, son enseignement et la communauté des disciples. Une trilogie qui rappelle singulièrement la Sainte Trinité chrétienne, où Dieu serait le Créateur, le Fils, sa création, et le Saint-Esprit, l'action de créer, quelque chose d'aussi impossible à représenter que le groove du blues. L'éléphant blanc est directement lié à Bouddha. C'est un animal d'une grande sacralité qui évolue très haut à la tête du panthéon des animaux sacrés. Il est si précieux qu'il ne peut pas être la propriété d'un individu et devient aussitôt la possession de la nation ou du souverain. Il y a eu des conflits armés pour posséder l'éléphant blanc de l'ennemi. On partait en guerre pour ça. À 3 têtes et 6 défenses, il est une image royale de clairvoyance et de force qui symbolise la grande spiritualité du Bouddha et l'autorité des puissants. Dans la croyance du bouddhisme, l'éléphant blanc, c'est le dernier version de Jataka. C'est-à-dire que quand le prince Siddhartha rentrait au palais, il était soutenu par l'éléphant blanc. C'est pour ces raisons-là que quand nous trouvons chaque fois dans la forêt l'éléphant blanc, c'est le symbole de l'offrande suprême, de l'offrande pas seulement qu'au royal, mais c'est le plus noble offrande à l'État.
Quand c'est la fête à Luang Prabang, l'ancienne capitale royale, le pays en profite pour affirmer ses traditions. On évoque la paysannerie constituante du Laos et on transmet les coutumes ancestrales aux jeunes. Au Laos, pas de fête sans éléphants. Ils sont liés au patrimoine et à l'inconscient populaire, comme les danses et les costumes traditionnels. Malgré son importance dans la culture bouddhique, beaucoup de Laotiens n'ont jamais vu d'éléphant. Pour cela, un spécimen blanc est comme une apparition. Le Laos possède un seul éléphant blanc qui ne sort en public que dans les très grandes occasions. Lui apporter des friandises ou simplement participer au rassemblement est une prophétie de bonheur pour les mois à venir. Parce qu'on considère l'éléphant comme l'égal de l'homme, il participe à la cérémonie du Bassi, le rappel des 32 âmes qui habitent les individus. Chacune de ces 32 âmes est bien localisée dans une partie du corps et doit impérativement y rester pour assurer la bonne santé de la personne. Mais ces souffles vitaux indisciplinés vagabondent, séduits par des esprits malins et leur absence cause malheur et maladie. Il faut donc impérativement les rapatrier à leur juste place pour restaurer l'équilibre du corps. Une fois la chose faite, ce sont des bandelettes de coton blanc qui empêchent ces esprits agités de détaler à nouveau. Les hommes nouent ces cordelettes aux poignets, les éléphants les portent autour des oreilles. Comme un rêve en suit un autre, les réincarnations sont une succession sans fin de petits bouts de temps passés sur Terre, dans des corps différents. Et l'éléphant blanc est l'aboutissement de cette longue suite de renaissances qui prélude à la sagesse du Bouddha. Dans les religions monothéistes, il y a un créateur, quel que soit son nom. Cela implique un commencement du monde et probablement une fin. Dans le bouddhisme, qui se défend d'être une religion, il n'y a pas de créateur. Seuls les conseils du Bouddha pour aboutir à la sagesse guident les croyants. Sans créateur, il n'y a pas de début au monde, et l'étape ultime est tout autant improbable. On se pose les mêmes questions sur la destinée humaine et sur l'éternité partout dans le monde. Seul change la manière de le dire. Les Laotiens sont obligeamment soucieux du bien-être de l'éléphant, une créature dans laquelle il pourrait bien être réincarné un jour, et personne n'aimerait se retrouver dans une carcasse souffreteuse ou dépressive. Le dernier racisme est peut-être celui de l'homme vis-à-vis des animaux. On dit qu'ils seraient tellement moins intelligents que nous.
Il est bien entendu perfide de comparer la limace de mer à l'homme. Mais si on accepte qu'il y ait une intelligence rationnelle et une intelligence pratique, on peut concevoir que chaque être possède des facultés et qu'il n'y a pas d'hiérarchie entre elles. Les éléphants vivent en société. Ils sont capables d'émotions et possèdent un langage. S'ils sont empotés dans le fouillis des villes, nous ne serions pas fiers dans la forêt vierge. Finalement, chacun est parfait dans son domaine. La grande différence entre les animaux et nous serait notre qualité à nous adapter rapidement, sans difficulté ni indignation, au changement.